Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de Silver Economy Expo sur le thème Silver Economy. Quelles opportunités pour entreprendre face à ces seniors qui représentent déjà 54% des dépenses de consommation dans notre pays? Alors moi, je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence de ce matin. Je ne suis qu'un modeste journaliste. Je travaille notamment pour un magazine pour seniors qui s'appelle Pleine Vie, voilà, dont je fais les dossiers santé parce que je suis un hypocondriaque très gravement atteint. Voilà, je vais vous présenter nos invités. Rapidement, je les présenterai plus vite tout à l'heure, plus complètement en leur donnant la parole. À mes côtés, la seule dame, j'allais dire, de cette matinée, Madame Claire Bouillet, qui est directrice régionale de la société du groupe Réside Études. À ses côtés, Monsieur Château, voilà, Didier Château, qui est, lui, vous voyez, je suis perdu en mes notes, vice-président du syndicat des entreprises du service aux particuliers, qui est rattaché à la Fédération des entreprises de services aux particuliers, et président de la commission formation de cette FESP. À côté de M. Château, vous avez M. Franck Lehédé. M. Franck Lehédé, c'est un spécialiste du CREDOC. Il est chef de projet senior au CREDOC qui va nous présenter dans quelques instants quelques diapos pour planter le décor de ce marché des seniors. Ensuite, je me penche. M. Philippe Quin, qui est prospectiviste. Avec lui, on regardera un petit peu vers l'avenir. À ses côtés, Franck Nataf, vice-président de la Fédération des entreprises de services à la personne et directeur général de l'entreprise Advitam. Et enfin, M. Benjamin Zimmer, qui est carrément directeur de Silver Valley. Voilà. Je dirais quelques mots, encore une fois, un peu plus longuement sur vous tous. On va commencer par Franck Lehédé, qui est chef de projet senior au CREDOC, donc titulaire d'un 3e cycle d'économie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes entré au département consommation du CREDOC en 2001, vous êtes devenu chef de projet senior en 2009 et vous êtes chargé de manager les études marketing et de communication au sein de ce département et vous analysez notamment l'impact du vieillissement de la population sur les attitudes et comportements des consommateurs. J'ai oublié de vous dire, mesdames et messieurs, que cette conférence est enregistrée, filmée et que vous trouverez tout sur le site internet de ce salon d'ici quelques semaines, dès que tout aura été enregistré et aura été mis en ligne. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous trouverez tous les propos retranscrits. À vous la parole, Monsieur Lehédé, pour nous présenter les chiffres clés de la démographie, du vieillissement et de la consommation des seniors en France pour bien poser le décor. Merci. Écoutez, moi je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Donc, pourquoi parler d'opportunités quand on parle de Silver Economy, de Silver, de senior? Déjà pour une raison simple, c'est que dans notre population en France, il y a de plus en plus de personnes de plus de 50 ans. 41% de la population en 2020 aura plus de 50 ans. Vous voyez sur ce slide que donc, vous avez la pyramide des âges en 2008 en plein et puis entre la pyramide des âges en 2020. Là où il y a des croissances importantes démographiquement, ce sont sur ces jeunes seniors entre 60 et 70 ans. Sur les 5 ans à venir, c'est là que les croissances seront les plus fortes, plus que sur les plus âgés où en effet on a une petite croissance, mais mécaniquement parce que pour l'instant les générations du baby-boom sont assez jeunes en tant que seniors. C'est sur les âges des jeunes seniors qu'on a des fortes croissances. On verra des croissances plus importantes sur le grand âge plus tard. Alors, deuxième élément qui explique l'intérêt de ce marché, pourquoi dire qu'il y a des opportunités, mais parce qu'en fait s'ils font 40%, 38% aujourd'hui de la population, les seniors en termes de dépenses font déjà plus de la moitié de nos dépenses. Pendant longtemps, on était sur donc un intérêt porté à la ménagère de moins de 50 ans. Il faut toujours s'y intéresser, mais la ménagère de plus de 50, elle a tout l'intérêt aujourd'hui des gens du marketing. Pourquoi ? Parce qu'en effet, 54% de l'ensemble de nos dépenses, en moyenne, sont réalisées par des ménages dont le chef a plus de 50 ans. Cette croissance se fait sur tous les secteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur qui peut se dire « ok, moi ça m'intéresse moins, de toute façon les seniors ne sont pas sur mon marché ». Même sur des marchés comme l'enseignement ou l'hôtellerie-restauration, vous voyez que vous avez des croissances qui sont importantes de la part des dépenses réalisées par les seniors. C'est-à-dire que dans une période où les croissances sont faibles,
Là où il va y avoir de la croissance, ce sont sur les populations de plus de 50 ans. Et puis vous avez des secteurs qui sont très très fortement impactés par les dépenses réalisées par les plus de 50 ans. C'est le secteur de la santé, bien entendu, pour un effet d'âge assez compréhensible. En avançant en âge, on a plus besoin d'aller chez son médecin, on a plus besoin de prendre soin de sa santé, mais aussi par un effet de génération, parce que nos jeunes générations de seniors, pour une même situation de santé, un même niveau de santé, vont plus souvent aller voir le médecin, vont plus souvent s'intéresser à ces questions de santé parce que depuis tout jeune, ils ont connu la sécurité sociale, ils ont connu l'accès facile ou facilité aux services de santé et donc en avançant en âge, ils gardent cette attitude. L'alimentation, qui est un secteur fortement drivé aujourd'hui par les plus de 50 ans, 60% des dépenses sont réalisées aujourd'hui par des plus de 50 ans. L'alimentation avec là un vrai effet de génération. On voit que les jeunes générations cherchent à dépenser le moins possible en alimentaire, là où les générations de seniors y dépensent un budget qui est souvent au-dessus de 20%, avec l'idée de choisir des produits qui sont de qualité supérieure, des produits qui amènent un avantage particulier pour eux. C'est vraiment à la fois en termes gustatifs, en termes de santé, en termes nutritionnels. Ce sont des éléments qui permettent de se différencier. Les autres services dans lesquels on retrouve les services à la personne, donc vos activités se retrouvent dans cette dimension-là, mais aussi les assurances, parce qu'on est sur des populations qui ont plus de biens, bien sûr, qu'en début de vie. Et donc ces biens, ils les assurent plus, et vous avez donc un fort développement de l'assurance et aussi un fort développement des services à la personne. L'équipement, je m'arrêterai là, je ne développe pas tous les secteurs. L'équipement du foyer, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des étapes de vie qui vont faire que les seniors arrivant avant la retraite ou juste au moment de la retraite se disent il faut qu'on adapte son logement. C'est peut-être le dernier moment où on va accepter de me faire un prêt dans une banque. Donc du coup, j'en profite pour adapter mon logement aux conséquences du vieillissement, adapter mon logement à mon nouvel usage de ce logement, c'est-à-dire je vais être beaucoup plus à la maison ou dans mon appartement que ce que je faisais avant puisque je ne vais plus travailler. Je vais donc devoir repenser mes pièces. En plus, souvent, les enfants sont partis et donc du coup, il y a des pièces qui étaient utilisées en chambre qui peuvent être utilisées à d'autres dimensions. La salle de bain est également une pièce qui est très régulièrement refaite à ce moment-là. Voilà quelques éléments. Si vous voulez, on pourra revenir sur d'autres secteurs. Alors, parler des seniors à partir de plus de 50 ans, c'est penser à 4 catégories de seniors. Il est important d'imaginer qu'en effet, vous avez dans les plus de 50 ans au moins 3 générations qui se sont toujours vécues comme des générations différentes. Il y avait les plus âgés, puis il y avait les plus jeunes. Et il n'y a pas de raison que parce qu'ils dépassent 50 ans, ils se retrouvent avec cette idée d'être tous dans le même groupe. On a travaillé avec des sociologues sur cette question-là et on s'est dit qu'en fait, c'était des étapes de vie qui définissaient le passage d'une à l'autre de nos périodes. Et chacune de ces catégories ont des besoins différents en termes de consommation. Donc l'entrée dans l'âge d'être senior, on l'a fait passer au moment où les enfants s'en vont. Lorsque Tanguy s'en va enfin de la maison, on a à ce moment-là une nouvelle étape de vie. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas envie d'être senior, faites un enfant à 45 ans, vous rentrerez en tant que senior à 70, par exemple. Deuxième passage, la retraite, bien entendu. C'est un moment important où en effet on va arrêter son activité, on va avoir beaucoup plus de temps libre, on va avoir aussi une baisse de ses revenus. Donc il y a plein de choses à inventer à ce moment-là. Arrive ensuite, et là on est dans la catégorie des seniors actifs pour ces 2 catégories de seniors. Ensuite arrive le moment où le vieillissement commence à se faire sentir, où on a en effet l'arrêt ou la limitation de la conduite automobile, où on a une moindre activité sociale, on rentre dans une période où on reste souvent en couple, mais où en fait on se centre vers le logement, vers le jardin si on en a un, vers en fait la sphère privée, beaucoup plus que vers la sphère sociale. Et dernier élément, là où on rentre dans la partie qui commence fortement à ressembler à de la dépendance, à partir du moment où en général on arrive seul au moment du veuvage, on a donc la dernière partie d'être senior. Vous voyez que chaque catégorie de seniors aujourd'hui a un poids différent. Les seniors actifs font 36% de la population, les jeunes retraités 26%, les retraités âgés en couple 18%.
et les retraités âgés seuls 20%. Et si l'on regarde, grâce aux enquêtes de l'INSEE, les revenus de ces populations et les dépenses qu'elles réalisent, eh bien on s'aperçoit que les seniors actifs sont sont les plus forts consommateurs, c'est eux qui ont aussi le plus de revenus, c'est normal, ils sont au fait de leur carrière professionnelle, ils ont donc la possibilité de dépenser plus fortement que le reste des catégories de seniors. Mais attention, c'est aussi dans cette catégorie-là qu'on a les différences, les disparités de revenus les plus fortes. Les jeunes retraités, eux, voient une diminution de leurs ressources et sont quasiment au taquet en termes de dépenses. C'est-à-dire que l'ensemble de l'argent qu'ils reçoivent quasiment par mois est dépensé en matière de consommation. Puis vous avez une catégorie qui donc est la troisième, les retraités âgés en couple. Eux reçoivent là un apport de revenus important, souvent lié au fait d'avoir un ou deux, pardon, je ne trouve plus le mot, le fait d'avoir les parents qui décèdent, ce qui donne un héritage, merci. Donc un ou deux héritages qui arrivent, donc d'un seul coup vous avez des ressources supplémentaires, les dépenses restent les mêmes. Et on s'est beaucoup intéressé à cette catégorie de la population parce qu'en fait, on s'est aperçu que ce n'est pas uniquement parce que les besoins sont remplis dans les dépenses qu'ils font, mais c'est aussi que les produits et les services qu'on leur propose ne sont plus adaptés à l'évolution du vieillissement, notamment du vieillissement physique. J'en veux un exemple tout simple d'une étude qui avait été menée par un grand groupe français qui s'apercevait qu'on ne vendait plus ou très peu de pèse-personnes à ces populations. Et ils se sont aperçus que la raison qui l'expliquait, c'était simplement que le simple fait de monter sur le pèse-personne était un facteur de risque lorsqu'on commençait à vieillir. Et le deuxième élément, c'est que même si vous aviez réussi vaillamment à monter sur votre pèse-personne, eh bien vous aviez un léger problème pour réussir à voir le chiffre qu'il y avait sur le bas du pèse-personne. Peut-être que c'était mieux de ne pas savoir quel était ce chiffre. Mais si on était monté dessus, c'est qu'on voulait le connaître. Donc le produit n'était plus adapté aux conséquences du vieillissement. Et là, on sent qu'il y a beaucoup de freins et il y a énormément de choses à imaginer en produits et en services pour adapter les produits à travers donc, des démarches de design universel aux besoins de ces populations. Et puis vous voyez que la dernière catégorie de seniors, c'est celle qui a le moins de revenus, c'est celle qui dépense le moins. On est centré sur des dépenses sur le logement, sur les services à la personne. On est là sur des populations qui sont donc beaucoup plus en situation difficile en matière de revenus. Voilà quelques éléments pour vous parler donc de ces opportunités que représente ce marché autour de ces 4 catégories de population. Merci beaucoup, monsieur Le Hédé, pour cette présentation. Donc, on a bien noté les deux éléments, les deux messages essentiels. Faites des enfants tard et lancez-vous dans la fabrication des pèse-personnes extra plats avec des gros chiffres qui clignotent. Voilà, pour qu'on continue. Trêve de plaisanterie, je vais en votre nom, mesdames et messieurs, poser quelques questions maintenant à nos différents intervenants. Puis on gardera bien sûr un petit moment à la fin de cette rencontre rapide, d'une heure seulement, pour échanger avec vous et vous permettre de poser vos questions. Monsieur Quin, vous êtes prospectiviste, développeur d'enseignes, puis de stratégie en agence de design. Depuis 1995, vous avez fait du conseil, de la formation, vous êtes conférencier en prospective et vous vous intéressez à tout ce qui nous attend sur ce marché des seniors. Alors vous avez vu un petit peu la segmentation qu'a présentée monsieur Le Hédé, les seniors actifs, les jeunes retraités, les retraités âgés en couple, et puis après, à la fin, j'allais dire malheureusement, le retraité âgé seul. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette segmentation? Est-ce qu'il faut effectivement séparer bien en tranches nos seniors ou pas? Je ne me reconnais pas. Vous ne vous reconnaissez pas? Bon. Mais si tout le monde est senior, ça ne va pas du tout. Oui. C'est-à-dire que cette division est exacte. Mais pour moi, est-ce que le senior, c'est le dernier groupe de personnes qui travaillent ou est-ce que c'est le premier groupe de personnes qui est à la retraite? Chaque tranche d'âge représente environ 800 000 personnes. Donc quand on dit le marché des seniors est très important, chaque âge, c'est 800 000 personnes. Alors dès qu'on ajoute une tranche d'âge de 5 ans, 5 x 8, 40, on ajoute 4 millions de personnes. On dit, voyez le marché? Et donc ça se balade. Alors quand on dit que les seniors, c'est à partir de 50 ans, c'est le senior en entreprise. Quand on dit que le senior, c'est à partir de 75 ans, c'est le senior en hôpital. Donc on utilise un mot qui est utilisé sur toutes les tranches d'âge. À toutes les sauces. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on n'a même pas 50% des Français qui sont Parlez seniors. bien devant le micro, monsieur. Mais on a encore plus de 50% des Français qui sont seniors. Donc ça ne va pas du tout.
C'est un problème de vocabulaire. Et hier matin, effectivement, j'entendais une étude qui disait les seniors à partir de 50 ans. Et ça ne va pas. Si on emploie le mot chaque fois de tort et de travers, on ne sait plus de qui on parle. Or, vous l'avez bien dit, ce sont des comportements très différents et qui vont être encore plus différents parce que les couples reconstitués où l'homme devient, lui, père à 50 ou 55 ans, mais pas la femme. La femme, elle, c'est 40 ans maximum. Il y a juste 5% des enfants qui sont nés de femmes de plus de 40 ans. Donc c'est très peu. Donc on aurait un décalage entre les hommes qui seront plus jeunes plus longtemps et les femmes qui ne le seraient pas parce qu'elles n'auraient pas eu d'enfants. Moi, je crois qu'il y a des juniors. Alors là, les juniors, alors là, c'est un autre problème, parce que c'est un problème typiquement français. Dans les entreprises françaises, on est quasiment junior jusqu'à 30-35 ans. Ça, c'est bien sûr une connerie immense. Il vaut mieux, pour un étranger diplômé, un Français diplômé, aller travailler aux États-Unis. Et à 25 ans, on ne lui dira pas qu'il est junior. On lui dira quasiment qu'il est senior. Bon, en France, on appelle les juniors très longtemps. Après les juniors, il y a les majors. Alors les majors, jusqu'à quel âge? Peut-être 45 ans, 45 ans, 50 ans. Et ensuite, il y a un nom qu'il faut trouver pour la dernière tranche d'âge qui travaille. Parce que cette tranche d'âge, aujourd'hui, si c'est des seniors à partir de 50-55 ans, alors il y a plusieurs explications, dont les explications que vous avez données sont justes. Mais on pourrait dire que sur le plan physiologique, on devient senior à 55 ans. Parce que vers 55 ans, le corps change, de toute manière. Qu'on soit célibataire ou pas célibataire, qu'on soit actif ou pas actif, le corps change. Donc pour vous, senior, c'est 55 ans. Il faut qu'on essaie de retenir ça. Là, vous ne savez pas trop. En fait, je sais dans pas trop. Ces eaux-là, on parce va dire. Parce que le mot senior, en plus en entreprise, est absolument plombant. Vous êtes senior, c'est-à-dire que vous êtes à la veille d'être viré de la boîte. En plus, quand on menace de créer une taxe pour ceux qui licencient. Alors si on licencie à 55 ans et 3 mois, il y en a plein qui vont se faire licencier à 55 ans et 2 mois. On a créé un... Donc, et puis après, on a l'âge de départ à la retraite. L'âge de départ à la retraite change tous les ans en ce moment. Et ça va très vite. On gagne du temps. Et aujourd'hui, la France est parmi les pays d'Europe, là où il y a le plus grand nombre d'actifs, jusque vers 50 ans, vers 60 ans, pardon. Entre 60 et 65 ans, on est plutôt en queue. Et là, ça change très vite pour des raisons très simples. C'est qu'on a des générations qui arrivent qui n'ont pas des carrières complètes. Elles ont intérêt à travailler plus longtemps. D'ailleurs, il y a déjà 450 000 personnes qui sont en emploi-retraite, en cumul emploi-retraite. Je suis prêt à parier que ce nombre de cumul emploi-retraite va augmenter très rapidement pour la simple raison qu'il faut avoir les moyens de partir à la retraite. Ça coûte cher de partir à la retraite. Parce que si on a les visuels de retraités qui partent à la retraite et vont en croisière, etc., ben, il y en aura beaucoup qui n'auront pas les moyens de le faire. Donc on a ce décalage très fort de gens qui vont partir à la retraite rapidement en France, dans les 5 à 10 ans qui viennent, qui vont partir jusqu'à la retraite vers 70 ans. Donc on change le marché totalement, parce qu'ils auront besoin d'avoir de l'argent. Puis après, il y a les... Moi, j'aime bien l'expression des cadors. Ah, les cadors, oui. Donc, vous avez dit les juniors, les majors, les seniors, les cadors. Les cadors. Alors, les cadors, c'est quoi? Ben, je ne sais pas. C'est jusqu'à 85 ans. Parce que, grosso modo, c'est à partir de 85 ans. À partir de 55 ans, d'ailleurs, on commence à se déglinguer un petit peu, hein, tous. Le mal de dos devient plus aigu, on a des petits problèmes sur le plan cardiaque. Voilà, on va voir un petit peu plus les médecins. Mais on est cador jusqu'à 85 ans, grosso modo, ça va. Et après on est quoi? Centaure, parce qu'on se rapproche. On est mentor, oui. On est mentor, c'est le sage. Il dépense moins en activité, plus en santé. D'accord. Alors, pour autant, monsieur Quin, vous avez entendu ce qu'a dit Franck Levédé.
Est-ce que c'est un marché très riche d'opportunités, quel que soit l'âge où on place la barrière pour être senior, et ce en dépit de la crise? Parce qu'en ce moment on se pose des questions. C'est bien, je l'ai dit tout à l'heure, 54% de la consommation en France, c'est le fait des seniors, même si on ne sait pas trop quand commence l'âge d'être senior. Est-ce que pour vous ça reste un marché très riche d'opportunités dans lequel il faut c'est un marché énorme. Vous savez, l'acheteur de voiture, il a 57,7 ans. Ça veut dire que la moitié des acheteurs de voitures neuves sont des vieux. Des non, vieux. pardon, il ne faut pas dire ce mot-là, c'est d'ailleurs. interdit. C'est Ça bien, n'existe pas en les vieux. France. Sont des vieux. Et en plus, seuls 50% des voitures sont achetées par des particuliers. Donc ils ne représentent qu'un quart du marché automobile des voitures neuves. Non, il y a une sorte de matrice qui est le croisement de la division par âge, qu'on l'appelle comme on veut, ce que vous aviez défini est tout à fait exact, mais il faut lui donner un nom, parce que si on dit senior pour tout le monde, ça ne va pas. Et puis, il y a le mode de vie que l'on a. Et pour moi, il y a deux grandes catégories, ceux qui vivent dans les métropoles, dans les grandes villes, et ceux qui vivent dans les petites villes. Or, c'est très important, il y a une grosse différence. D'autant plus que dans les très grandes villes, on a des personnes, là on a plutôt les mentors qui vont habiter là-bas, parce qu'ils sont plus près de l'hôpital. Le problème des petites villes, c'est, on en a entendu encore parler ce matin, la baisse des effectifs médicaux. Vous savez, il ne faut plus être malade en France entre 2015 et 2025. Mais ça, c'est hyper clair. Hyper clair. Il n'y a plus de médecins. Le temps que la nouvelle génération de médecins, avec l'élargissement du numerus clausus, arrive... Le numerus clausus, il ne sert à rien, c'est une connerie, parce qu'on n'a pas remarqué que d'une part, les médecins sont de plus en plus salariés, d'autre part, ils sont de plus en plus féminins. Voilà, ils n'ont pas envie Donc, d'ouvrir des cabinets en libéraux. nombre d'heures de travail, le temps de travail, malgré le numerus clausus, n'est pas suffisant. Les 7500 médecins qui sortent chaque année représentent grosso modo 6000 ou 5500 plein temps. Par rapport aux 3000 d'avant, on voit qu'il manque. Donc, on a ces deux catégories, ceux qui vont vers les grandes villes et ceux qui vont vers les campagnes. Et comme vous l'avez dit, ceux qui vont vers les campagnes, on a le développement de cette économie qui, globalement, est en train de naître en France, que j'appelle l'économie autonome, qui est la suite de l'économie collaborative. L'économie collaborative n'étant qu'une étape vers le fait que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont de plus en plus formés. Alors ça, c'est important. On a une différence énorme entre les retraités d'il y a 20 ans et les retraités d'aujourd'hui et de demain. Les retraités de demain sont formés. Aujourd'hui, 80% des jeunes sont de l'âge du bac. De mon temps, jeunes seniors, n'est-ce pas? C'était 20%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a un mode de réflexion de ceux qui arrivent de toute façon en retraite de plus en plus formés, de plus en plus attentifs à la modernité, par exemple. Ce qui est une bonne nouvelle pour la consommation et pour les marchés. J'avance un petit peu, monsieur Cahin. Quand on s'est rencontrés avant cette conférence, vous parliez de marché en bobine. J'aimerais que vous expliquiez à l'assistance ce que vous voulez dire par les marchés en bobine. Vous dites que ces marchés de seniors, ils sont tous en bobine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et quelle implication ça a? C'est vraiment très simple. Aujourd'hui, pour les entreprises où il faut être, j'allais dire, low cost et bas de gamme, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout, low cost ne veut pas dire bas de gamme, mais c'est plutôt comme cela. Ou bien il faut être high cost et haut de gamme. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe. C'est d'un côté le luxe, de l'autre côté le bas de gamme. Logan est une voiture low cost, c'est pas une bas de gamme, c'est une voiture sérieuse. Et puis de l'autre côté, on a du haut de gamme. Quand on parlait de santé, on est dans un phénomène qui est très important. On parle de transhumanisme. Dépenses de santé, transhumanisme. Transhumanisme, il existe depuis, on en plaisantait tout à l'heure, depuis 50 000 ans. Ça fait 50 000 ans que l'homme se transforme. Sauf qu'on arrive en post-humanisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en termes de santé, les lunettes, c'est encore du transhumanisme, c'est très simple. Mais le pacemaker, c'est du post-humanisme. Le stent qu'on nous pose aujourd'hui en 5 minutes, j'allais dire, c'est-à-dire on rentre, on sort, c'est fini. C'est du post-humanisme. Donc notre corps est complètement en train de se transformer avec des appareils qu'on met à l'intérieur qui valent très cher ou des médicaments qui sont personnalisés. On a entendu hier ou avant-hier le médicament sur le sida qui vaut une fortune et qui serait pas distribué parce qu'il faut passer à l'hôpital pour l'avoir. Donc on a une santé très chère. Eh bien c'est là où il y a deux catégories de santé.
ou bien on a le moyen d'avoir du post-humanisme, ou bien on n'a pas les moyens et on a une médecine minimum. Et c'est là où on a cet effet de bobine qui sera sur tous les marchés. Merci Monsieur Quin. Je vais me tourner maintenant vers Franck Nataf, donc, qui est un petit élément de CV, ingénieur centralien, titulaire d'un master de l'INSA Toulouse en ingénierie d'affaires, fondateur du réseau Advitam. Alors le réseau Advitam, c'est une entreprise de 350 salariés, c'est bien ça, une dizaine d'agents spécialisés dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, et ça c'est votre spécificité, personnes autistes, personnes malentendantes, personnes qui ont une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Vous êtes aussi vice-président donc de la Fédération des entreprises de services à la personne, partenaire majeur de ce salon des services à la personne. Vous exposez, on peut aller voir votre stand. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui pour vous se cache derrière ce vocable de Silver Economy. Quel est le modèle économie qui se cache derrière ou qui devrait se cacher derrière ce modèle de la Silver Economy? Je pourrais vous retourner la question en fait. C'est vrai que moi de mon côté, ça fait déjà 5-6 ans qu'on parle de Silver Eco. Il y a eu effectivement un lancement par Michel Delaunay, le ministre précédent de Laurence Rossignol, qui avait lancé en grande pompe avec Arnaud Montebourg la filière. Et aujourd'hui, les principaux services qui sont qualifiés de Silver Economy, c'est effectivement l'aide à domicile. Aujourd'hui, l'essentiel du marché, néanmoins, il se trouve du côté produit. C'est-à-dire qu'on est sur des produits technologiques qui ont aujourd'hui très peu de diffusion, d'ailleurs, parce que, et ça c'est un avis personnel, ils ne sont pas liés à un usage. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, on est aujourd'hui sur le public senior, cadre ou mentor, sur les tranches les plus élevées en âge de la population, sur des gens qui ont un pouvoir d'achat. Ok, il y a effectivement des différences, mais aujourd'hui, c'est assez étonnant de voir que l'aide à domicile en fait est traitée uniquement sur un volet social. Donc, c'est-à-dire on ne s'occupe que des gens qui n'ont pas d'argent et on les solvabilise. En revanche, effectivement, côté Silver Economy, on considère que le senior a de l'argent et donc il peut consommer. En réalité, il ne consomme pas quand il n'a pas d'utilité à consommer. Et en effet, quand vous parliez des personnes, c'est le parfait exemple. On ne peut pas vendre tout à n'importe qui. Voilà. Il faut qu'il y ait une utilité au produit. Et en l'occurrence, je suis persuadé que la véritable essence de la Silver Economy, c'est le mix entre les services et les produits. Et c'est-à-dire que les clients des structures de Silver Economy doivent être des entreprises. Par exemple, des entreprises d'aide à domicile, qui doivent intégrer dans le service qu'elles produisent une technologie qui va leur permettre, par exemple, de gagner de la productivité, puisque typiquement sur le marché de l'aide à domicile, on est dans un marché avec une très forte intensité de main-d'œuvre, donc en effet avec des marges relativement réduites. Et le seul moyen qui existe aujourd'hui pour pouvoir donner un véritable élan et une véritable capacité économique à ces structures, qui sont essentielles en termes d'emploi, de non délocalisables, de proximité, de création de valeur et de création d'insertion dans la vie professionnelle de publics qui sont parfois très éloignés de l'emploi, c'est en effet d'intégrer à leur modèle économique des éléments qu'aujourd'hui on appelle de Silver Economy. Mais en réalité, la Silver Economy, ça revient juste à désigner un segment de marché. En l'occurrence, avec la difficulté, en effet, de dire je ne vends pas la même chose à un senior qui a 50 ans que celui qui en a 85. D'ailleurs, on a tendance à considérer aujourd'hui qu'à partir du moment où on a 85 ans, on a une cale, un déambulateur et on est en fauteuil roulant. Ce n'est pas le cas, heureusement. Il y a des gens qui sont dépendants de plus de 85 ans, c'est à peine 20%. Donc on vit en bonne santé. Et aujourd'hui, Monsieur Château, qui est au pied du chef, il vous dira la même chose, il est d'accord avec vous. Voilà, mais aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. En effet, il est certain
que le recul de l'âge de la retraite et les différences de financement des retraites vont probablement changer la donne, c'est-à-dire qu'on partira à la retraite en effet plus tard avec moins de revenus, ce qui fait que là, par rapport au pouvoir d'achat des personnes de plus de 70 ans, d'ici 20 ans, ils risquent de bouger fortement. En effet, on hérite aussi de plus en plus tard, donc du coup, on n'utilise plus de la même manière son patrimoine, en fait. Mais le fondamental, de toute façon, sur un marché, c'est je ne vends pas un téléphone portable à quelqu'un qui est sourd, sauf si j'intègre des SMS. Voilà. Sauf si j'intègre des SMS et que je l'intègre comme un élément de communication qui transcende l'objet initial du produit. Et de la même manière, je ne vends pas du service à domicile à quelqu'un qui n'est pas dépendant. Enfin, je ne vais pas vendre un service d'auxiliaire de vie à quelqu'un qui n'a pas besoin d'une aide à sa toilette. En revanche, je peux intégrer une capacité, par exemple, d'audit de l'habitat pour aider la personne à faire de la prévention et à éviter d'avoir une chute qui va derrière le mener souvent sur une situation de dépendance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, justement, Monsieur Nataf, et rapidement, vous avez deux chevaux de bataille, je dirais, en ce moment. Oui. On sait que le secteur des services à la personne que vous représentez, tout comme Monsieur Château, il est régi par deux systèmes. Il y a l'agrément et il y a la déclaration. Et vous voudriez que les choses évoluent un peu dans la législation, qu'on puisse étendre le champ de la déclaration pour permettre une convergence des modèles économiques, c'est-à-dire il y a les services que vous représentez, puis de l'autre côté, il y a les outils technologiques. Il faudrait que tout ça fusionne un peu pour que ce soit efficace. C'est votre première demande, je crois. Puis l'autre, on va y revenir après. Oui, tout à fait. C'est exactement dans la continuité de ce que je disais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez le statut d'entreprise de service à domicile, vous êtes régi du coup par ces deux systèmes-là qui vous imposent ce qu'on appelle une activité exclusive. Donc vous ne pouvez pas vendre des produits en tant que structure d'aide à domicile. Bon, alors évidemment, tout le monde a contourné la problématique en créant une deuxième structure à côté qui, elle, fait de la distribution. Mais on voit bien que le législateur n'a pas compris en fait le fonctionnement de la chose. Parce qu'en réalité, il ne faut pas séparer les activités, il faut bien qu'elles soient mixées et que intrinsèquement, en effet, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, une auxiliaire de vie qui a accès à un cahier de liaison numérique, par exemple, qui donne accès à une partie des données médicales, modulo évidemment le secret médical, ou d'informations que peuvent avoir laissé l'infirmière qui est passée, ou le kiné, ou autre, évidemment, elle fait forcément mieux son travail. Et alors du coup, vous avez aussi un deuxième cheval de bataille, Oui. qui s'adresse à Madame Rossignol, la ministre en charge de ces questions. Vous êtes inquiet par rapport à son projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement qui tente à réguler le marché de l'intervention à domicile. Que réclamez-vous? Que revendiquez-vous, Monsieur Nataf? Puis ensuite, on donnera la parole aux autres intervenants de cette table ronde. On revendique plus grand-chose parce que le jeu est fini de... Les dés sont jetés, il n'y a plus rien à demander. Exactement. On est effectivement, à partir du 1er janvier, dans un marché régulé, administré, sur la partie aide à domicile, alors que de l'autre côté, on nous dit il faut faire venir des investisseurs sur la partie Silver Eco, et on est sur deux marchés qui sont intrinsèquement liés, puisque le meilleur moyen de diffusion des produits technologiques qui sont aujourd'hui labellisés Silver Eco sont les structures d'aide à domicile. Par exemple, c'est pas les seuls, mais c'est évidemment un des canaux les plus productifs. Donc en réalité, on a Emmanuel Macron qui nous dit « j'aime l'entreprise », même Manuel Valls, et on a Laurence Rossignol qui nous dit « j'aime l'État et j'aime les services publics en milieu rural ». Bon. C'est très bien. Voilà une petite contradiction. À vos côtés, Benjamin Zimmer, directeur de Silver Valley. Alors, Monsieur Zimmer, gros CV, un docteur et diplômé de l'École centrale de Paris. Vous avez participé à la réflexion, à la rédaction du rapport de la jeune filière industrielle française, la Silver Economy. Vous avez été membre de nombreux jurys. Vous participez à un enseignement de la méthodologie Radical Innovation Design à l'École centrale de Paris. Donc, on sait que Silver Valley est l'un des partenaires majeurs de cette Silver Economy Expo. On y expose. Et puis, vous animez aussi, je tiens à le dire,
approfondir la réflexion sur la filière Silver Economy en qualité d'administrateur de l'association des anciens de l'École centrale de Paris. Et surtout, vous participez activement à un groupe de travail Innovation et Industrie du contrat stratégique de comité de filière, présidé par qui? Eh bien, par ceux dont vient de parler M. Nataf, Emmanuel Macron et Laurence Rossignol, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Alors, je voudrais que vous répondiez à cette question. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, quand on veut se lancer sur ce marché, du potentiel d'utilité, d'innovation, de faisabilité, de profitabilité, c'est des mots qui se terminent en T, d'une solution? Comment est-ce qu'on peut vérifier que tout ça, ça va marcher, que c'est réel, que c'est avéré? Alors ça induirait une longue réponse, mais il faut qu'on accélère un petit peu le tempo. Et je sais que vous allez pouvoir nous répondre de manière fiable. On fait quoi pour s'assurer que tout ça va fonctionner? La première règle, c'est de trouver des partenaires. Voilà. Quand on est un entrepreneur, on est souvent seul ou accompagné de quelques associés. Et donc la nécessité, c'est effectivement d'être dans un écosystème où vous allez rencontrer ceux qui vont être demain les utilisateurs ou les clients de votre solution, ceux qui vont être ceux qui vont le distribuer, ceux qui vont être vos associés, vos actionnaires, qui vont faire en sorte que vous allez passer de la start-up à la PME et peut-être demain à l'ETI ou à la grande entreprise industrielle. Donc il faut s'allier. Il faut être dans un univers de confiance. Mais la Silver Economy, la filière de la Silver Economy, n'a rien inventé. Ça existe très bien déjà dans l'aéronautique, ça existe très bien dans d'autres filières. La seule différence qu'il y a, si différence il doit y avoir, c'est le fait qu'elle est toute jeune, que c'est la première fois que dans notre humanité on est confronté à un vieillissement aussi massif de notre population. Et ça ne se passe pas qu'en France, ça se passe aussi dans beaucoup de pays industriels. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir, pas faire que du franco-français, mais regarder ce qui se passe à l'international. Parce que là, on a beaucoup de choses à faire. On a un système de santé qui est performant, même s'il est critiqué. On a des acteurs du service à la personne qui sont performants, même si parfois ils sont aussi critiqués. On a des entrepreneurs qui inventent des choses qui sont extraordinaires. Il n'y a qu'à voir tous les ingénieurs qui travaillent dans les grandes entreprises comme Facebook, Apple, etc. Ils sont tous français. Donc on a un savoir-faire, il faut l'organiser. Et c'est le but de ce contrat de filière. Alors qu'est-ce qu'un écosystème comme Silver Valley peut apporter concrètement en termes de services? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Si on veut se lancer dans cette filière, bon, vous nous l'avez dit, il ne faut pas rester seul, il faut travailler en partenariat, en collaboration. Et vous apportez quoi comme service? Alors déjà, Silver Valley n'a de raison d'être que parce que la filière n'est pas structurée. Si la filière était structurée, il n'y aurait pas besoin de Silver Valley. Donc la durée de vie de Silver Valley est limitée, puisqu'on pense qu'un jour la filière sera effectivement mature et elle n'aura plus besoin de Silver Valley. Ce que fait Silver Valley, c'est qu'elle met à disposition en fait toutes les connaissances et toutes les compétences qui sont nécessaires pour transformer une idée qui a priori est utile, a priori est innovante parce que ça n'existe pas ailleurs, en une solution qui va être faisable, industrialisable et profitable. Profitable au sens où ça apporte de la valeur à celui qui l'utilise, ça va venir changer ses habitudes de vie, ça va lui permettre de répondre à un certain nombre de manques qui sont aujourd'hui pas comblés. Vous avez parlé de la balance, mais il y en a plein d'autres. Toyota, ils ont inventé le radar automatique pour reculer sa berline. C'est parce que souvent, ces gens qui les conduisent sont des personnes qui sont à la retraite. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'innovations qui vont dans ce sens. Et nous, notre rôle, c'est de les faire connaître, les faire grandir et de faire en sorte que les entrepreneurs aussi deviennent des capitaines d'entreprise. Parce qu'un point important, c'est que généralement, on rencontre des entrepreneurs qui ont de brillantes idées, mais ils sont très loin d'imaginer que demain, ils seront des managers dans une entreprise dans laquelle les deux métiers qu'ils feront, c'est manager des hommes et gérer les finances. Donc être manager également. Un petit coup d'éclairage également de votre part sur les outils financiers publics et privés qui existent et qu'on peut mobiliser si on veut se lancer dans la Silver Economy. Alors, bon, ce serait peut-être un peu long, mais il y a quand même, il faut le rappeler, c'était le thème d'une conférence d'hier, il y a pas mal d'outils financiers qui existent. Vers quoi il faut se tourner en priorité ? Alors c'est là où justement je suis peut-être un peu en contradiction avec tout ce que je viens d'entendre. Moi je pense que notre pays c'est un des plus beaux du monde. Je pense que dans notre pays on a plein de choses à faire. Je pense que dans notre pays pour les entrepreneurs c'est juste l'Eldorado. Il y a plein d'aides publiques et d'aides privées pour aider à créer les entreprises. La grosse difficulté, mais c'est pas que propre à la filière de la Silver Economy, c'est la question de la fiscalité. Même si elle est très avantageuse quand on fait de la R&D en France avec beaucoup d'outils comme le crédit impôt recherche et d'autres, c'est difficile de faire grandir une entreprise parce qu'il y a beaucoup de taxes, etc. Mais il y en a d'autres aussi dans d'autres pays dont on ne parle jamais. Et aux États-Unis, il y a il y a des différences assez notoires qui font que c'est plus intéressant parfois de créer une entreprise en France. Donc, je pense que
les entrepreneurs doivent se concentrer sur leur projet et après, ils doivent s'allier à des partenaires qui vont les aider à trouver des financements, à trouver des partenaires commerciaux, à trouver le bon canal de distribution ou les bons canaux de distribution. On voit parfois des entrepreneurs qui vont, par exemple, imaginer un détecteur de chute et qui vont aller s'adresser au directeur de la maison de retraite. Mais ce n'est pas au directeur de la maison de retraite qu'ils doivent s'adresser, c'est à celui qui achète les produits de ces maisons de retraite. Donc il faut qu'il aille voir les directeurs d'achat et qu'il arrive à convaincre qu'il est capable de produire non pas 100 détecteurs de chute, mais des milliers, parce que ces acheteurs-là, c'est ce qu'ils vont regarder. C'est comment, justement, quelque part, inonder le marché. Je voudrais juste, avant d'arrêter, faire une petite distinction qui me semble très importante. Il ne faut pas confondre filière et marché. Tous les jours, on entend beaucoup de gens qui utilisent le mot marché à la place de filière. Une filière, ça regroupe un ensemble d'activités, d'acteurs qui vont produire de la valeur économique, sociale et tout ce que vous voulez. Le marché, c'est par exemple le marché de l'aéronautique, le marché de la santé, le marché de la distribution, le marché de l'agroalimentaire, etc. La filière de la Silver Economy regroupe tous les marchés, ce qui fait que c'est une filière transversale et que dans ces marchés, il y en a certains qui sont plus attractifs que d'autres aujourd'hui par rapport au vieillissement de la population, mais que globalement, demain, si on veut être performant, il faut que tous les marchés prennent en compte que leurs clients vieillissent. Alors merci, vous me donnez une transition toute trouvée pour donner la parole à nos deux derniers intervenants. On va donner un petit coup de projecteur sur deux marchés. D'abord à Madame Claire Bouillet, qui est directrice régionale de Réside Études. Alors vous, Madame, après un BTS Gestion, vous avez été formateur pour adultes et vous avez travaillé dans un établissement social et médico-social à Rennes. Vous avez passé 4 ans en cabinet conseil sur la région nantaise, en charge d'accompagner les entreprises dans leurs projets de développement commercial. Vous avez été directrice d'EHPAD, puis directrice de résidence-service pendant 3 ans. Et donc, vous êtes aujourd'hui directrice régionale de Réside Études, qui gère une résidence, la Girandière, qui expose ici même, au salon. Voilà. Et vous êtes membre du syndicat national des résidences avec services pour aînés. Alors, avec vous, petit coup de projecteur sur un marché en plein développement. On le voit grâce aux exposants qui sont présents. Vers quoi la notion d'habitat évolue-t-elle pour les seniors? Et qu'est-ce que c'est qu'un domicile adapté? Je sais que ce sont des mots que vous utilisez. Approchez-vous du micro, Madame Bouillet. Effectivement, on l'a évoqué, l'évolution démographique, le vieillissement de la population repose question sur l'habitat et le logement qui peut être proposé aujourd'hui sur le marché. On voit aussi le phénomène d'inadaptation des logements au vieillissement. On a parlé des jeunes seniors, des personnes plus dépendantes. Leur logement, effectivement, n'est plus adapté, donc se pose la question où on va habiter, dans quel contexte cela va se passer. Donc, il y a déjà des formules d'habitat que l'on connaît tous, le foyer logement, l'EHPAD, qui effectivement s'adresse à une population plus ou moins dépendante. Donc si on peut prendre une frise, imaginer une frise, on va avoir effectivement l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, où vraiment là on est sur des personnes avec des problématiques médicales. Et si on remonte un peu, on va effectivement retrouver la notion de résidence-service, la notion de foyer-logement. Donc une résidence-service, c'est effectivement un habitat avec des appartements adaptés en fait, pour les personnes âgées, avec un ensemble de services qui leur sont proposés et qui répond finalement à un besoin de sécurité de cette population, un besoin de confort et un besoin social également. On a aussi donc des résidences, je dirais, qui assurent le premier niveau de besoin qui est plutôt lié à la sécurité. Il n'y a pas forcément de service, il y a souvent une coordination ou une animation proposée aux personnes âgées. Donc on voit que en fonction finalement de son niveau d'autonomie, de ses besoins, on va avoir différents types d'habitat. Il y a également les villages seniors qui ont été... il y a un opérateur français qui a été le premier sur ce marché-là de villages dédiés aux seniors, dédiés aux personnes âgées. Et pas entouré de barbelés avec des murs. Et pas entouré de barbelés comme... Les jeunes ont le droit d'y aller, comme au sud, pas... en Afrique du Sud, non. Les jeunes ont le droit d'y aller, oui, effectivement. Mais c'est une tendance aussi, on le voit effectivement en Belgique, en France, des lotissements qui commencent à se créer vraiment dédiés aux seniors avec des notions de sécurité, de confort. Donc c'est aussi, je pense, un marché là porteur. Très bien. Je voudrais aussi que vous nous parliez un petit peu
de ce que vous faites d'une manière un peu plus générale, les nouvelles technologies notamment qu'on va voir apparaître dans ces résidences, quelles sont les technologies réellement utiles? Parce qu'on voit beaucoup de choses sortir, on a l'impression qu'on croule sous les innovations. Mais c'est quoi les vrais outils technologiques qui peuvent représenter des opportunités, là encore, pour l'avenir? Alors, les bonnes idées, c'est les idées qui sont pratiques et qui correspondent à un besoin du quotidien. Ça, c'est évident. On voit qu'il y a quand même aussi une rupture technologique avec les personnes qui vont avoir plus de 75 ans, qui ne sont pas habituées à être connectées, qui ne maîtrisent pas. Alors effectivement, ils en entendent parler par leurs petits-enfants, mais ils en sont très éloignés. Donc là, c'est un peu compliqué d'introduire des nouvelles technologies auprès de ces personnes-là. Je pense que l'enjeu, c'est la prévention. C'est-à-dire que les personnes, vous parlez des jeunes seniors qui ont 50, 55 ans, eux, ils sont connectés. Il y a un smartphone, il y a des tablettes, il y a les petits-enfants, ils ont l'habitude d'en entendre parler et de les voir. Si effectivement, il y a cette prévention, cette connaissance de ces jeunes seniors qui, dans leur vieillissement, ils vont être habitués à avoir un certain nombre d'outils chez eux leur permettant de communiquer, leur permettant d'être en sécurité. Donc je pense que là, la problématique de rupture technologique, elle est sur la dernière génération, sur les baby-boom. Mais avant, pas trop de soucis. Ils sont fans de ces technologies avant, et on peut continuer à leur en proposer. On l'a vu avec les chiffres de M. Luédé, Oui. C'est une tranche de la population qui est consommatrice aussi sur ces technologies-là. Donc c'est des choses simples. Par exemple, on a tous dans notre entourage une personne qui a peut-être fait une chute la nuit, une personne âgée qui a fait une chute la nuit. S'il y a des chemins lumineux pour se rendre dans la salle de bain, on évite effectivement ces technologies est au service de Technologie l'autonomie. simple et utilisable Voilà, et facilement diffusable. Ouais. Le facteur clé, selon vous, pour réussir dans votre domaine d'activité, encore une fois, l'habitat, la résidence pour seniors? Ça a été évoqué, hein, le travail en partenariat. Je crois que moi je gère aujourd'hui un parc de résidence-service. On ne peut pas, avec nos compétences seules, répondre à l'ensemble des besoins d'une personne âgée qui a des besoins physiologiques, des besoins sociaux, des besoins de sécurité. Et je pense qu'il est primordial de travailler avec les services d'aide à domicile, avec les services de soins, avec la médecine de proximité. Avec les prestataires également, entourant la sécurité. Je pense à des prestataires au niveau médaillon, d'appel malade, au niveau de capteurs de chute, par exemple aussi. Donc, je crois qu'il faut bien effectivement comprendre quel est l'environnement et l'écosystème du senior pour pouvoir avoir une bonne idée, mais l'actionner grâce aussi à des partenaires. Le réseau, faire les rentrer partenaires. Un finalement, mot-clé vraiment voilà, ouais. depuis le début de notre rencontre. Je pense que Didier Château ne va pas vous contredire dans ce que vous venez de dire. Monsieur Château, vous êtes PDG fondateur de l'entreprise Générale des Services. Alors vous, c'est 35 agences, 1500 salariés et 800 artisans, dont certains labellisés Handibat, dire pour faire des travaux d'adaptation au domicile de personnes. Vous êtes élu de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, délégué consulaire, membre de la Commission nationale des CCI pour les services à la personne, vice-président du syndicat des entreprises de services aux particuliers, président de la commission formation spécifique de cette FESP qui est exposant au salon des services à la personne. Alors moi je voudrais savoir quelle est la stratégie de votre entreprise, Monsieur Château, sur ce marché et quels conseils vous avez à donner à votre tour aux personnes qui sont dans cette salle pour s'y lancer sans trop de risques. Alors les conseils, c'est toujours bon à entendre. En tout cas, le constat il est simple, il y a un changement de paradigme très fort. On a une chance inouïe, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est une chance pour vous. Une véritable chance. Et la moitié des conseils généraux sont en dépôt de bilan. Pardon, c'est rien. Virtuel potentiel, mais... Et donc ça c'est une chance parce que les modèles vont changer. C'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que la silver economy qui va pouvoir entrer dans le domicile par cette contrainte économique. Les Français veulent rester chez eux pour vieillir. C'est un fait. Il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire que l'État-providence ne peut plus payer le maintien à domicile comme il l'a fait pendant des années. On le voit, le secteur associatif est en crise. Les entreprises progressent, mais parce que le marché progresse. Et donc il faut inventer un nouveau système. Et donc le marché de la silver economy, il est à prendre, il est à créer. On n'est plus sur un achat, on n'est plus sur un mode propriétaire, on est sur un mode d'usage, d'abonnement. Il faut juste que
le client, le consommateur final, il n'a plus envie d'acheter les choses, il a besoin d'en avoir l'usage. Le service, il va encapsuler le produit. La vente de produits en sec, c'est plus possible. Maintenant, c'est le service qui va pouvoir amener de la valeur ajoutée. C'est une création de chaîne de valeur, en fait, sur la silver economy en tout cas. Donc c'est de l'économie collaborative. Il y a juste un problème, c'est la distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les produits technologiques ont un mal fou à être distribués, à être vendus. Les usagers finaux n'arrivent pas à se l'approprier. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est techno, c'est compliqué et souvent stigmatisant, c'est-à-dire que c'est assimilé à la fin de vie. Et donc, c'est donc mal vendu, en tout cas. Alors, comme disait Franck très bien tout à l'heure, les services à la personne sont évidemment une économie de proximité. Aujourd'hui, nos fédérations, c'est 160 000 salariés, dont plus d'un tiers au niveau de l'intervention à domicile des auxiliaires de vie, donc fortement impliqués dans le maintien à domicile. Moi, j'ai repéré 4 catégories de produits qui sont diffusables par les services à la personne. Le premier, c'est sur la sécurité. On parlait tout à l'heure, téléassistance, chemin lumineux, tout ce qui va protéger physiquement la personne à son domicile. Le deuxième, c'est l'adaptation de logement. L'adaptation de la salle de bain étant le premier des marchés, mais les chemins lumineux, les rampes, les escaliers, les élévateurs. Le troisième, c'est le lien social. C'est les téléphones, classiquement, mais adaptés, on en parlait. C'est les tablettes, c'est la visioconférence, c'est Skype. C'est tout ce qui va permettre que la personne âgée, chez elle, va garder du lien avec sa famille, avec un écosystème de sociabilisation. On vieillit bien quand socialement, on est en lien avec les autres. Le quatrième, c'est l'e-santé, l'e-médecine. C'est ce qui va permettre de lutter contre les problèmes des déserts médicaux, notamment dans les campagnes. Alors ça va de la balance connectée jusqu'au tensiomètre et tous les dispositifs médicaux qui permettront de mettre une personne sous surveillance avec évidemment son accord et avec plein de garde-fous. Et vous avez, alors là vous venez de nous citer 4 familles de produits gérants technologiques qui sont susceptibles d'offrir encore de belles opportunités. Et vous nous avez dit, ce qui est important comme canal de distribution, c'est les services à la personne. Et je crois que là-dessus, vous avez 10 raisons. On en avait parlé un petit peu avant, c'est préparé, hein, tout ça je vous rassure. 10 raisons pour nous faire admettre cette idée. Alors les 10. Alors les 10 raisons, je vais aller assez vite. La première, c'est évidemment la connaissance des besoins. Nos salariés, nos auxiliaires de vie connaissent les besoins des personnes âgées. On est au quotidien à leur chevet. Évidemment, on a une connaissance fine de leurs besoins. La deuxième, ça va être la capacité à faire accepter l'usage à la personne âgée. Donc c'est l'appropriation d'une technologie par l'usage. On l'a déjà dit, c'est juste le secret de la réussite pour cette technologie, pour qu'elle soit diffusée au domicile. La troisième, c'est la personne de confiance. L'auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui a une éthique, qui est encadrée dans nos entreprises notamment. Et donc ce n'est pas un réseau commercial, c'est plutôt un accompagnement dans l'appropriation. La quatrième, c'est la capacité, notamment de notre fédération, de former des salariés. Et on pense que si 10% de nos auxiliaires de vie sont montés en compétences sur la connaissance des dispositifs, la capacité à les proposer, voire à faire du service après-vente, du SAV, eh bien, aujourd'hui, les organismes de formation peuvent former les auxiliaires de vie sur ces modèles. On développe un partenariat avec le Gérontopole pour effectivement monter en compétence du personnel de terrain sur les dispositifs technologiques. Le cinquième, pour nos entreprises, c'est de rendre attractif le métier. Les auxiliaires de vie, c'est un secteur, on le sait, qui est peu attractif, qui est peu valorisé au niveau salaire. Et donc, en montant en compétence de l'auxiliaire de vie, c'est une capacité à mieux rémunérer et à emmener vers une filière plus complète des personnels plutôt de terrain. Le sixième, c'est évidemment un acte différenciant sur le marché. Là, on parle de concurrence. Et donc, quand une entreprise de service à la personne arrive sur une stratégie beaucoup plus technologique, évidemment, il y a un axe client commercial qui est mieux approprié par rapport à un marché qui est aujourd'hui diffus et très atomisé. En termes de marge, parce qu'on va parler économie, silver economy, évidemment, le marché de service à la personne, ce sont des marges liées à la main-d'œuvre. 100% de nos coûts sont de la masse salariale. Et donc là, on arrive sur des produits technologiques sur lesquels la marge est bien meilleure. Et donc, évidemment, ça va aider à rentabiliser les entreprises aujourd'hui pour un modèle qui est contraint. Le huitième, c'est une présence territoriale massive sur le territoire. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 entreprises de services à la personne dans toute la France. Et donc,
un tiers des 160 000 salariés qui interviennent dans le champ de l'auxiliaire de vie. Donc, pour un industriel en technologie, c'est un formidable réseau national qui est déjà implanté. Le 9e, c'est la distribution, puisque économiquement, on le sait, c'est les startups qui ont d'excellentes idées et des outils formidables ont un problème économique de rentabilité. Et donc, l'avantage d'un réseau comme ceux des services à la personne, c'est d'être payé au résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer un réseau de commerciaux avec des charges fixes, c'est tout simplement de rémunérer à la vente le réseau pour diffuser leur technologie. Et le 10e, c'est une collaboration et des tests possibles en réactivité, c'est-à-dire qu'une technologie, pour être utile et appropriée, il faut qu'elle soit testée. Et donc là, on a réellement un marché qui est disponible. Donc nos entreprises peuvent tester des technologies en direct, en collaboration directe avec des entreprises plutôt techno. Voilà, 10 recettes. Mesdames et messieurs, on va prendre quelques minutes maintenant peut-être pour vous demander de poser vos questions ou de réagir à ce qui vient d'être dit. Vous avez eu des recettes, on vous a parlé des produits Géron technologiques, on vous a expliqué qu'il fallait travailler en partenariat, qu'il ne fallait pas hésiter à faire appel à des structures qui existent pour vous aider. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser à nos intervenants? Monsieur au premier rang, alors le temps qu'on vous apporte le micro, à moins que vous ayez une voix de stentor, monsieur. Voilà, mademoiselle vous apporte un micro. Monsieur. Alors moi, c'était une question parce que hier, j'ai fait je m'intéresse à la franchise et j'ai fait un peu différents types de stands. Et j'étais un petit peu surpris. En tous les cas, c'est une interrogation par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Et la question, je vais la poser sous cette forme. Ne pensez-vous pas que, notamment sur le service à la personne, alors bon, j'ai un peu compris qu'il y avait une segmentation entre le service à la personne, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qu'on met dans le service des personnes fragiles. Donc la question, c'est quand on veut travailler, par exemple, sur ce type de population, sous mode franchise, et quand on va voir des exposants qui vous proposent de la franchise, mon interrogation, est-ce qu'on doit avoir la même attitude, je dirais, de business, ou alors est-ce qu'il faudrait avoir une autre posture, un peu plus éthique, mais qui soit en lien avec le business? Voilà, parce que hier, j'ai quand même eu un sentiment un peu très insatisfaisant, parce qu'il y a des exposants où je rencontrais que des commerciaux et je sentais pas du tout d'empathie par rapport à cette question-là. Alors moi, ça me pose question, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Château, vous répondez. Alors, j'ai un statut de franchiseur. Mon réseau est en mode franchise. Et votre question, elle est pertinente. Il y a un marché, il est à prendre. La DARES nous annonce 300 000 recrutements d'auxiliaires de vie dans les 7 ans. C'est extraordinaire, le marché va exploser. Pour autant, quand on recherche un franchisé, c'est une rencontre entre un franchiseur et un franchisé. Aujourd'hui, on a 3 à 4 demandes par jour pour intégrer le réseau général des services. On ne pourra pas travailler avec tout le monde. Et donc, il faut effectivement un savoir-être du chef d'entreprise. Il y a dans la salle des gérants général des services qui sont là. Ils peuvent vous dire que le parcours pour devenir franchisé, en tout cas chez Général des Services, c'est un parcours assez long. Il y a 40 jours de formation et c'est une vraie rencontre. Tout le monde ne réussira pas dans les services à la personne et heureusement. Heureusement. Monsieur Zimmer, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette notion d'éthique, hein? Monsieur a prononcé le mot éthique. Hein. Oui, alors peut-être, je vais y répondre, hein, mais en fait on est dans ce qu'on appelle l'économie quaternaire. Vous avez connu le tertiaire, il n'y avait que du service. Aujourd'hui on parle d'économie quaternaire. Je vous invite à lire un livre qu'a écrit Michel de Bonneuil sur ce sujet, qui est juste excellent. J'en fais pas la publicité, je dis juste qu'il est excellent. Et je pense que c'est important parce que l'économie quaternaire, ça veut dire que la technologie ne vient pas remplacer l'homme. Elle vient juste suppléer l'aide humaine et le service, en fait, vient s'intégrer à la technologie. Votre tablette, votre smartphone, etc., à la limite, on s'en fout presque. Ce qui est important, c'est les services qui rendent. Et c'est grâce à ces produits-là qu'on les héberge, ces services. Et c'est des hommes ensuite qui font, et des femmes, des professionnels sur le territoire qui font que le service est bien rendu. Alors, à la question de l'éthique,
Dans votre question, ça sous-entendrait qu'il n'y a pas d'éthique déjà dans les services à la personne. La réponse est non. Il y a des démarches de qualité, comme dans d'autres secteurs d'activité. Il y a des bons, il y a des mauvais, ça c'est la loi du marché. Donc peut-être que par contre, il faut upgrader l'éthique dans l'éthique, pas au sens simplement de gérer les données lorsqu'il y aura des objets connectés. C'est l'éthique, c'est bien comprendre c'est quoi les problématiques d'une personne qui est fragilisée, quel discours je dois avoir auprès de cette personne, quelle posture je dois adopter. Et du coup, on en revient à la question de la montée en compétences qu'a souligné Sylvia Beau, sur ce sujet-là. Et donc, pour pouvoir monter en compétences, il faut aussi offrir un modèle économique qui fasse qu'on puisse payer mieux les professionnels. Parce que c'est comme ça qu'on va attirer aussi des talents, peut-être plus jeunes d'ailleurs, qui vont s'engouffrer dans les services à la personne parce que justement, ils vont avoir cette capacité à pouvoir bien comprendre les besoins et les attentes des personnes âgées, fragilisées. Formation, rémunération adaptée. Monsieur avait levé la main et ensuite on vous donne la parole, madame. Rapidement, parce que le temps passe vite, mais ce sont des sujets qui mériteraient des heures de débat, vous l'avez noté. Monsieur, je vous en prie. Bonjour, je m'adresserai particulièrement à monsieur Benjamin Zimmer concernant la notion d'écosystème, puisqu'on n'a pas parlé dans cet écosystème d'une catégorie de personnes qu'on appelle les bénévoles. Et moi, pour travailler sur la question des services à la personne en Chine, par exemple, on se rend compte que dans ce pays qui n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant, en tout cas, à consacrer à ses vieux, la place des bénévoles est très très importante dans les associations, bon, où le parti a toujours son rôle, mais bref, le secteur associatif est très important. Et de mon côté aussi, je travaille à l'IUT, DUT Services à la personne, j'insiste beaucoup auprès des étudiants et j'ai créé un module de bénévolat auprès de personnes âgées. Et vous parlez d'appropriation des technologies. On a des étudiants qui sont dans les services technologiques. Et là, il y aurait vraiment un écosystème à créer avec des bénévoles, de jeunes étudiants, peut-être des formules incitatives aussi pour les impliquer auprès de personnes âgées. Voilà. Est-ce que vous avez des éléments pour essayer de préciser ce que pourrait être la place des bénévoles dans cette silver economy? Monsieur Zimmer, la place des bénévoles, en quelques mots. Bon, bah déjà, il n'a pas fallu attendre la Silver Economy pour qu'il y ait des bénévoles retraités qui animent les clubs de foot, les clubs de tennis, puis tout ce qui existe dans le monde associatif. Donc ça existe. La question, c'est effectivement comment en fait, des plus jeunes vont pouvoir peut-être aider des âgés plus fragilisés. Donc ça, c'est l'économie sociale et solidaire, ça existe. C'est à la mode actuellement, mais ce n'est pas qu'une mode, hein, c'est des choses qui sont très concrètes sur les territoires. Comment il faut faire? Je pense qu'il faut vous adresser à des groupes de prévoyance, à des groupes de caisses de retraite, publiques ou privées d'ailleurs, parce que c'est des choses qui les intéressent fortement. Alors, il y a une question, ce sera peut-être la dernière, parce que le temps passe vite, pour madame également au premier rang. Madame, je vous en prie. Bonjour, merci. Je voulais poser la question essentiellement aux responsables de fédération, donc Didier Château et Franck Nataf. Ma question concerne, est-ce que vous avez déjà fait des pilotes ou des expériences auprès de soignants ou de personnes travaillant à domicile avec des matériels numériques modernes pour voir comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences et quels sont les résultats? Les tests. Monsieur Nataf? Oui. Alors des expériences, oui, il y en a eu. Récemment, pas beaucoup. Les dernières expériences que nous, on est menées au niveau de la fédération, elles remontent à 2-3 ans. Et c'était en l'occurrence avec Orange et avec une tablette numérique sur le dispositif dont je vous parlais, là, un cahier de liaison électronique sur tablette, qui n'avait pas été forcément très concluant d'ailleurs. Mais aussi parce que sur l'usage de tout ce qui est numérique, il y a des évolutions très rapides. C'est vrai que quand on parlait il y a... en 99, du fait de faire converger les technologies d'un ordinateur avec un téléphone portable, tout le monde regardait celui qui disait ça comme un 12 illuminé. On voit aujourd'hui qu'on a des enfants de 2 ans ou 3 ans qui sont en capacité d'utiliser un iPad. Donc ces choses-là changent. On était sur des produits qui étaient très orientés dépendance et pas du tout sur l'hédonisme qu'il peut y avoir aujourd'hui chez les gens qui partent à la retraite, qui veulent avoir du confort, qui ont les moyens de se le payer et qui ne sont pas dans une logique d'accumulation de patrimoine. Non, ça récemment, il n'y a pas eu de grandes expériences, c'est assez dommage d'ailleurs. Madame Bouillet, chez vous, dans vos résidences, vous faites des tests? Dans les résidences du groupe Résidétudes, effectivement, on a des tablettes mobiles. Les auxiliaires de jour utilisent des tablettes mobiles, donc dans le fonctionnement
de la résidence et les résidents sont sollicités aussi dans ce sens. Donc c'est un accompagnement au quotidien pour la prise en main de ces tablettes, ce qui n'est pas forcément une évidence au départ, mais à force d'explications, et puis l'auxiliaire de vie est là aussi pour accompagner, elle connaît bien le résident, donc elle connaît aussi ses capacités, donc elle est là aussi pour pouvoir l'accompagner. Donc, chez nous aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est mis en place. Nous sommes malheureusement obligés de conclure cette conférence. Alors en conclusion, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, mesdames, messieurs, votre conseil, votre message essentiel pour se saisir des bonnes opportunités, pour entreprendre sur ce marché des seniors, peut-être en disant la vraie bonne idée ou la fausse bonne idée, parce que voilà, on croit avoir une bonne idée, puis ça s'avère être une catastrophe. Alors les uns et les autres, quel est votre conseil, votre message essentiel, votre vraie bonne idée, pour que les uns et les autres dans cette salle, vous puissiez, si ça vous intéresse, vous lancer. Monsieur Zimmer, vous en avez plein des bonnes idées, je suis sûr, c'est J'ai obligatoire. des idées, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais je pense qu'à Noël, vous devriez vous commander au Père Noël le livre qui s'appelle Blue Ocean Stratégie, Stratégie de l'océan bleu. C'est un livre en fait qui vous dit deux choses. La première, c'est que c'est fini le monde où en fait on dominait, on crée une entreprise pour soit casser les coûts et faire du low cost, soit augmenter la valeur et faire du high level ou du luxe. Aujourd'hui, le monde, c'est comment on fait à la fois de la domination par les coûts et de la domination par la valeur. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et il y a plein d'exemples de sociétés qui ont fait des choses extraordinaires. Dans le domaine de la silver economy, Nintendo est venu dans les maisons de retraite mettre en place la Wii parce que ça a créé l'animation. Et ça, c'est un exemple extraordinaire de la domination par les coûts et par la valeur. Monsieur Nataf, votre bonne idée, votre conseil majeur, si on devait retenir qu'une chose chez vous, c'est quoi? C'est une question piège, finalement. Oui, c'est un peu piège. Le conseil majeur, c'est pour tous ceux qui ont envie de créer une structure de service à la personne, il faut le faire avant le 31 décembre, parce qu'après, ça sera beaucoup plus compliqué. Avant le 31 décembre. Donc, il faut faire vite, ça, c'est votre conseil. Exactement. Pressez-vous, il y a Donc, pas il vous reste en gros un mois pour déposer un dossier d'agrément. Ensuite, ça sera très compliqué, et en particulier, je pense que, mais ça, Didier Château a dû réfléchir à la question depuis assez longtemps, en particulier, les franchiseurs vont devoir réinventer leur modèle économique. En l'occurrence, pour répondre à monsieur aussi, sur le service à domicile pour les personnes dépendantes, ça sera très compliqué de monter une franchise. Donc faites vite, ça c'est votre message. Monsieur Cahin, du côté du prospectivisme, qu'est-ce que vous dites? Oui, je pense que la France a énormément d'atouts sur quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'on est un pays avec une forte attractivité touristique mondiale, on est un pays avec, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, une forte image en médecine, et il y a un marché très particulier à développer pour attirer des vieux étrangers qui veulent en partie vieillir en France, dans un pays de luxe, de gourmandise, etc. Peut-être pas... Donc vous voulez importer du vieux chez nous, je parle oui. des autres vieux. Et il y a un marché... L'importation de vieux, beau marché. Il y a un marché énorme d'importation de vieux. Parce que nous, on en exporte, des fois, ils vont vers le Portugal, ou ils vont ailleurs. Ceux-là n'ont pas tellement de revenus. D'accord. J'imagine des vieux des vieux riches. Ah ben oui. Importer du vieux riche. Ah ben oui. Dans le pays du luxe, oui, il y a un marché. Voilà. Monsieur Le Médé, vous au Crédoc, vous avez plein d'idées toujours, puisque vous avez de beaux... Alors, moi je vais rester sur le marché intérieur, je ne parlerai pas d'importation, d'exportation. Il est important d'imaginer dans les 4 catégories que je vous ai présentées que la catégorie avant la dépendance, c'est une catégorie dans laquelle il y a énormément de choses à imaginer, notamment justement entre l'interaction service et produit, notamment autour des produits qui seraient adaptés à l'usage. La notion, c'est vraiment adapté à l'usage des individus. Monsieur Château. Alors vous dire que la conjoncture est bonne, je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur un marché qui est en émergence. C'est même un des rares marchés où on connaît la volumétrie à venir. Si on regarde tous les marchés économiques aujourd'hui, c'est un des rares où on peut quasiment calculer nos clients demain potentiels. Et donc ça, c'est extrêmement rassurant. Quant effectivement à ce qu'a dit Franck, oui, les modèles vont devoir bouger, mais de toute façon, 40% des produits et services qui existeront dans 5 ans sont à créer. Ils n'existent encore pas aujourd'hui. Donc tout doit bouger, évoluer, il faut innover régulièrement. Madame, Voilà. oui. Effectivement, innover, mais avec des produits et des services utiles et qui vont donc être bien acceptés aussi par la cible. Je pense que ça, c'est aussi important.
Et on a bien vu qu'on avait des différences de seniors, donc pas se tromper de produit et vers quelle cible également. Donc pensez toujours à l'usage, à l'utilité. Madame, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tous ces exposés. Je vous rappelle donc, mesdames et messieurs, que l'intégralité de ces propos est enregistrée, que ce sera disponible très prochainement sur le site du salon, donc dans quelques semaines. Et puis ce soir, une conférence de clôture importante, ici même, comment mieux servir les seniors. Ce sera un peu la prolongation de ce qu'on s'est dit ce matin, le parcours d'achat des 50 ans et plus, donc à partir de 15h30, entre 15h30 et 17h. Bonne journée et merci beaucoup de votre attention.